Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible qui me tient à cœur. Euh, et je vais mettre un peu en perspective le travail de monsieur Laurent Boyer, qui est capitaine de police à Perpignan, qui a créé une association, et puis son ouvrage qui retrace un petit peu comment il en est venu à créer l'association et ce qu'il y fait. Donc cet ouvrage, c'est Non-assistance à enfants en danger, qui est paru chez Alizio. Je vous mettrai comme d'habitude les coordonnées de l'ouvrage dans la barre de description, en dessous de la vidéo. Et je vous mettrai aussi les coordonnées, l'adresse mail de l'association qu'il a créée, qui s'appelle l'association Les Papillons, et voilà, que vous pouvez consulter par curiosité ou parce que vous vous sentez concerné personnellement ou professionnellement. Donc, ce monsieur, donc capitaine de police à Perpignan, donc a été violé pendant son enfance par son frère aîné pendant plusieurs années. Il en a été évidemment profondément affecté et au point d'aller très très mal, au point de vouloir se suicider, au point de s'auto-saborder dans différents domaines de sa vie. Et puis, il a eu un sursaut et quelques années plus tard, il a créé cette association parce qu'il voyait aussi ce qui se passait professionnellement dans son travail de policier, ce qu'il pouvait voir. Alors son association, elle est dirigée vers trois types de- d'activités, de centres d'intérêt, je veux dire. C'est la maltraitance d'enfants. Donc il évoque les enfants qui sont frappés, voire tués. Euh, L'abus sexuel des mineurs, je ne vais pas dire enfants, parce que quand on a 15 ans, c'est encore un abus, c'est encore une agression. Et le harcèlement scolaire. Voilà les trois domaines qui lui tiennent particulièrement à cœur. Et donc cette association, elle propose déjà, donc il l'explique bien dans son ouvrage, des boîtes aux lettres qui sont installées soit dans des écoles, enfin établissements scolaires, soit dans des lieux qui dépendent du ministère de la Jeunesse et des Sports, donc ceux qui relèvent donc, des activités sportives, des activités, ça pourrait être des centres de loisirs, des choses comme ça. Et donc, après une information faite dans l'établissement, dans le lieu qui accueillera la boîte aux lettres, donc on informe les professionnels, mais surtout les enfants, il est possible de déposer anonymement un papier qui explique, où l'enfant raconte ce qu'il vit et qu'il ne raconte à personne. Et ce papier est prélevé par l'association. C'est important parce qu'ils se sont aperçus que quand c'était récupéré par un directeur d'école, d'un club de sport, etc., il pouvait y avoir un tri qui était fait en fonction de ce que pensait connaître de la situation le professionnel. Euh, donc cette boîte aux lettres, euh, et dans l'ouvrage, il donne des exemples de mots assez émouvants qu'ils ont pu trouver. Il propose des psychothérapies pour des enfants qui ont été agressés, abusés, ou des adultes qui ont été abusés dans leur enfance mais qui n'ont pas entrepris une démarche de soins, ce qui est en général quasi, je ne vais pas dire obligatoire, mais c'est difficile de s'en sortir sans avoir fait un minimum d'accompagnement thérapeutique. Et puis, il propose aussi une information en termes de prévention. Euh, Quel est l'intérêt de ça? Bon, déjà, le livre, c'est les boîtes aux lettres, l'information qu'il y a autour de tout ça, mais c'est de libérer la parole individuelle. Parce que trop souvent, on ne croit pas les enfants. Euh, Trop souvent, on pense qu'ils affabulent. On l'a vu notamment dans des grosses affaires
où on a remis en question la parole des enfants et où les agresseurs courent toujours. Euh, donc la parole de l'enfant, c'est rarissime. Quand un enfant donne des informations très précises, c'est rarissime que ce soit faux. Donc il faut croire les enfants, il faut accepter le fait aussi qu'il puisse y avoir des amnésies, et c'est assez fréquent. C'est-à-dire que le traumatisme fait que le ou les faits sont refoulés, hein, gardés, je dirais, au chaud dans l'inconscient. Et puis au hasard d'une musique, d'une odeur, d'une petite phrase, d'une image particulière, la personne, il y a un retour du refoulé, c'est-à-dire que le, le bon, excusez-moi, j'ai hop, des messages de hop, voilà. Excusez-moi. Il y a un retour du refoulé, c'est-à-dire que ce qui était dans l'inconscient passe à la conscience et c'est brutal. La personne, quelquefois, d'ailleurs, se demande si c'est vrai ou pas. Et cette cette fin de l'amnésie, ce retour du refoulé, il peut arriver quelques années après l'agression, mais il peut arriver à 30 ans, 40 ans, même 50 ans. Donc ça pose aussi la question de la prescription, parce que quand le retour du refoulé arrive à 50 ans, la personne, elle ne peut plus porter plainte. Même s'il y a eu une amélioration, au sens où il y a eu un report, une extension du temps pour lequel on pouvait porter plainte, moi ça me laisse toujours assez perplexe de voir que le droit français protège plus les biens que les personnes. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de prescription quand il s'agit de crimes sur des personnes, parce que un viol, c'est un crime. C'est pas moi qui le dis, c'est le code pénal. Pourquoi un enfant ne parle pas quand il n'y a pas d'amnésie, évidemment, hein. Pourquoi un enfant ne parle pas? D'abord parce que il ne sait pas nécessairement que c'est interdit, surtout s'il est tout petit. D'ailleurs, l'auteur explique il était persuadé que tous les grands frères faisaient ça. Euh, ou alors, par exemple, le parent va dire c'est normal. C'est tous les pères font ça avec leurs filles, par exemple. L'enfant a peur. Alors, il peut avoir peur de conséquences, par exemple, d'être battu ou d'être menacé, mais il y a aussi des chantages affectifs. Si tu dis ça à ta mère, elle va en mourir et tu seras responsable de sa mort. Ou si tu dis ça, toute la famille va être détruite, tout le monde tes frères et sœurs vont être éparpillés dans des foyers, la famille, enfin voilà. Si tu dis ça, j'irai en prison et ce sera de ta faute. Voilà, donc l'enfant peut avoir peur. Et enfin, l'enfant pense que personne ne va le croire. Et souvent à juste titre, parce que quelquefois il lance une petite perche, une allumette. Et puis en face de lui, il y a quelqu'un qui ne réagit pas, soit parce qu'il n'a pas compris, soit parce que ça le dérange psychologiquement, parce qu'il connaît la personne, ou parce que les faits le mettent mal à l'aise. Et du coup, bah, la perche n'est pas prise et l'enfant se rétracte et s'enferme dans je ne vais pas dire dans sa bulle, parce que c'est pas un univers particulièrement joyeux. Et donc l'enfant ne parle pas, ou quand il parle, il n'est pas entendu. Et puis la justice, on est à moins de 10% c'est-à-dire que déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui porte plainte, et pas beaucoup de personnes, et quand il y a une plainte, il y a moins de 10% d'agresseurs qui sont arrêtés. C'est vrai que les victimes se disent si je dois passer par tout ça, parce que c'est très très lourd, raconter X fois la même chose, revenir sur des souvenirs douloureux ou sur un présent douloureux, avoir des gens qui sont suspicieux en face de vous, parce que, alors, soit parce que ce sont, excusez-moi l'expression, des imbéciles, soit parce que tout simplement, ils se disent, l'enjeu c'est quand même une incarcération, donc
on est obligé de... Parce que dans le droit français, on doit prouver la culpabilité. Donc, il faut amener des éléments qui vont prouver cette culpabilité. Donc, c'est compliqué de porter plainte. Et quand on voit qu'au bout, les chances, entre guillemets, d'être entendu, de voir une sanction significative tomber, c'est c'est décourageant. Alors, on le voit pour les agressions sexuelles, mais on le voit aussi, il évoque le cas, par exemple, alors que lui a vraiment vu dans sa fonction de policier, on voit dans les faits divers des enfants qui sont morts sous les coups, morts de maltraitance, et on s'aperçoit que, il explique, hein, quasiment toujours, il y a eu plusieurs signalements. Alors, il y a eu des signalements de professionnels, il y a eu des proches qui ont appelé le 119, qui est le numéro pour signaler l'enfance en danger, numéro gratuit 119, et qui, voilà, il y a des choses qui ont été plus ou moins entendues, avec des actions plus ou moins concrètes derrière, et puis il y a l'escalade, et puis un jour l'enfant décède, et on se dit, mais il y a eu plein d'étapes dans cette ascension dans l'horreur, où on aurait pu enrayer l'engrenage, quoi. Il y a eu plein d'étapes, et ça n'a pas été fait. Donc, bon, en tant que policier, il montre qu'il est un peu dégoûté. Il explique aussi qu'il y a un certain nombre d'établissements scolaires qui ont retiré les boîtes parce qu'elles trouvaient ça pas bien. Les boîtes aux lettres. Il a trouvé dans l'éducation nationale beaucoup de résistance à ce système. Donc c'est compliqué, et il dit les enfants ont droit à une justice, et une justice qui sacralise l'enfance, parce que l'enfance c'est sacré, l'enfance c'est l'avenir, l'enfance c'est la graine, c'est ce qui germe, c'est ce qui fera notre société, c'est aussi la pureté, c'est aussi l'innocence, et casser ça, c'est casser notre avenir, c'est faire de notre monde un monde noir. Donc il faut sacraliser l'enfance, et il faut la protéger à tout prix. Et il évoque aussi, quand il parle de la justice, du syndrome d'aliénation parentale, SAP, qui a été mise, je vais pas dire sur le tapis, mais par un psychiatre américain qui s'appelle Garner. Et alors aujourd'hui, depuis 2018, le ministère de la Justice française a enjoint les professionnels de justice, voire de police d'ailleurs, à ne plus s'appuyer sur ça, parce que ce monsieur, il est devenu expert dans un syndrome pour lequel il n'y avait eu aucune étude. Je vais vous raconter un petit peu le contexte. Aucune étude, aucune preuve, rien. Et donc on s'est appuyé sur ça pour légitimer un certain nombre d'actes, on s'est appuyé là-dessus, ce qui a permis à certains de continuer leur malversation, on va dire, en toute impunité. Le syndrome d'aliénation parentale, donc Gardner le définit dans le cadre d'une séparation parent-enfant, et où à un moment la mère dit que l'enfant est agressé sexuellement par le père, demande la garde de l'enfant, et là on lui prête une emprise sur l'enfant pour l'empêcher d'aller chez le père, et donc on lui retire la garde, ce qui est selon lui une bonne chose. Il faut savoir que lui, il a eu des problèmes avec son ex-femme, il a eu notamment des problèmes de garde, que ça lui a permis, et que ce système, ce syndrome lui a permis de légitimer un certain nombre de choses, notamment toute une théorie selon laquelle la violence sexuelle masculine était bien pour la perpétuation de l'espèce humaine.
que la pédophilie, c'était juste un problème culturel, parce qu'après tout, il y a des cultures qui la légitimaient. Euh, Personnellement, en 2025, j'en connais pas, mais enfin, pas en le disant comme ça, en tout cas. Euh, et donc, quand la justice s'appuie là-dessus, on dit, ben non, l'enfant retourne chez le père agresseur. Donc, vous imaginez un petit peu ce que ça fait, et à l'enfant, et à la mère. Donc ce charmant monsieur considère que l'enfant est un séducteur et que du coup il séduit le parent et que le parent il répond à la séduction. C'est tout à fait normal. Euh, Ce qui pose la question plus généralement donc en France, enfin ce monsieur est mort d'ailleurs, il s'est suicidé, je ne sais pas pourquoi, il est mort donc on ne s'appuie plus, enfin on ne devrait plus s'appuyer sur sa théorie du syndrome d'aliénation parentale. Par contre, ce qui me pose question, moi, c'est la question du consentement. Je pars du principe que tant que l'enfant est mineur, il n'y a pas de consentement. Alors évidemment, si vous avez une ado de 17 ans qui a une relation avec un jeune de 18 ans, bon, après ça dépend du contexte, on n'est pas nécessairement sur un abus de faiblesse, on va dire. Mais à 15 ans, quand on est face à un adulte, je suis désolée, on n'est pas sur du consentement. Parce que le consentement, c'est pas juste forcer physiquement, justement. Ça peut être de la manipulation, ça peut être de la séduction, ça peut être faire peur au point de tétaniser la personne qui ne bouge plus. Donc, la notion de consentement, là on est en France sur du consentement à 15 ans, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Après, vous pouvez avoir un avis différent, mais, mais ça ouvre la porte à des dérives, je trouve, parce que du coup, voilà, 15 ans, un adulte de 25, pourquoi pas, avec ce raisonnement. Bon. Euh, et et c'est ce discours-là qu'on retrouve d'ailleurs, que j'ai trouvé inquiétant, qu'on retrouvait dans un programme pour le lycée, vous savez, les nouveaux programmes pour le lycée, où il y a justement cette question de consentement qui pourrait induire que finalement un non n'est pas toujours un non. Euh, non, un non c'est un non. Euh, et et il n'y a pas voilà. Un non peut être un non sur le moment et devenir un oui, mais quand il y a un non, il y a un non, point. Je veux dire, on ne doit pas s'amuser avec ça. Et ce que je trouve dangereux, actuellement, je vois de plus en plus de mères qui embrassent leurs enfants sur la bouche, souvent des garçons d'ailleurs, y compris des garçons qui ont 10, 11, 12 ans. Et moi, je trouve ça dangereux, alors, a fortiori chez les petits, parce que pour moi, c'est un acte, enfin pas que pour moi d'ailleurs, pour beaucoup de professionnels de la psychologie, c'est un acte qui devrait être réservé aux échanges amoureux. D'ailleurs, les petits disent c'est un baiser d'amoureux, parce que du coup, le petit, si vous embrassez votre enfant de 4 ans sur la bouche, le jour où un autre adulte l'embrassera sur la bouche, il ne comprendra pas que c'est le voilà, c'est le début du danger. Enfin, c'est déjà le danger, mais vous voyez, ça ouvre la porte à quelque chose d'inadmissible. Euh, et l'adulte dira, il s'est laissé faire. Donc pourquoi je me priverais? Puisque ce sont des gens qui, dans un fonctionnement pervers, considèrent que c'est l'enfant qui est séducteur. Et donc, voilà, ce baiser sur la bouche me pose question, enfin je ne suis pas la seule, me pose question parce que finalement il empêche l'enfant de se protéger, d'adultes moins bienveillants que les parents. Après, il y a d'autres choses qui peuvent me déranger, mais ça c'est un autre sujet. Euh,
Il évoque aussi le cas des enfants handicapés et en faisant des recherches, je me suis aperçue que, bon, évidemment, ça je savais que les enfants étaient handicapés et particulièrement victimes des prédateurs. Je le savais notamment pour les enfants qui souffrent de trisomie 21. Et, mais alors, je suis tombée sur un chiffre officiel. 9 fillettes ou jeunes filles autistes sur 10 ont été euh, agressées sexuellement avant 15 ans. 9 sur 10, 90%. Alors moi déjà ça me met hors de moi. C'est rien qu'à le dire, ça me met genoux. Euh, et, et, donc bon, il faut être particulièrement vigilant parce que voilà, parce que ce sont des personnes fragiles, parce que ce sont des personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions. Et puis, ce sont des personnes qu'on va beaucoup moins croire. Imaginez qu'on a du mal à croire à un enfant qui n'est pas handicapé, alors un enfant qui a un handicap, on va encore plus avoir tendance à considérer qu'il a fabule. Toutes ces maltraitances et ces agressions, on sait qu'elles font le lit plus tard à l'adolescence, mais aussi chez les jeunes adultes ou même après, de conduite toxicomaniaque, d'alcoolisme, d'autosabordage, hein, d'automutilation, toxicomanie, j'ai dit ça, toxicomanie, boulimie, anorexie. Euh, voilà, on s'aborde sa scolarité, on s'aborde son travail, mais parce que, vous savez, c'est un petit peu comme quelquefois, on a mal quelque part et on va appuyer dessus physiquement, où on a je sais pas, un petit bobo et on va gratter sur le bobo, ou un petit bouton, on va gratter sur le bouton, alors on sait que ça va augmenter le problème, mais c'est plus fort que soi. Bah, imaginez que c'est pareil, si vous voulez, c'est une douleur psychologique, mais on se fait mal, parce que finalement on maîtrise, c'est pas l'autre qui nous fait mal, c'est soi. Donc on maîtrise au moins cette douleur-là. Et puis après, il y a une histoire, je vous ferai une vidéo sur la question de l'équilibre, plaisir-souffrance, le rôle de la dopamine, c'est passionnant. Mais c'est un gros travail en amont de faire une vidéo comme ça, donc c'est pas encore prêt. Excusez-moi. Donc, donc voilà pour ça. Je finirai avec la question du harcèlement. On sait maintenant aujourd'hui, contrairement à de nombreux ouvrages qui paraissent, que le problème du harcèlement, c'est le harceleur. Et que dire que quelque part le harcelé a quelque chose dans son comportement qui induit le harcèlement, c'est aussi vicieux que de dire à une jeune femme violée, tu n'avais qu'à pas porter une jupe courte. Vous voyez, ça vous, l'exemple vous semble révoltant. Eh bien, c'est la même chose pour le harcèlement. On est en train de légitimer des conduites de violence psychologique, physique, sur des enfants et des adolescents, en cherchant, alors oui, mais il est un peu différent, oui, mais il se pose facilement victime, oui, mais non, il n'y a pas de mais, il est agressé, il est agressé. Euh, le harceleur, c'est quelqu'un qui a des problèmes, c'est quelqu'un qui a des failles narcissiques, c'est quelqu'un qui a peut-être des traits pervers. C'est difficile de donner un diagnostic définitif, sauf pour des psychoses très, très, très lourdes, de donner un diagnostic définitif sur des enfants et des pré-ados ou des jeunes ados, parce que heureusement, ça évolue. Du fait déjà de la plasticité cérébrale, mais aussi parce que l'environnement façonne l'enfant.
Mais quand même, il y a des choses qu'on retrouve de l'ordre de la perversion, de l'ordre de la faille narcissique, de l'ordre ou des états limites avec des difficultés à exprimer ses émotions, la colère, la violence qui prend toute la place, enfin des choses comme ça. Et le résultat, c'est qu'il y a des enfants harcelés, et on le voit bien d'ailleurs que ben, quand le harceleur perd sa victime, il en trouve une autre, parce que c'est son fonctionnement. Euh, donc voilà, on pourra faire une vidéo spécifique pour ça. Donc je vous conseille cet ouvrage donc, de Laurent Boyer, Non-assistance à enfants en danger. Bon, c'est dur, c'est pas, c'est, mais c'est utile. Voilà, à bientôt.